Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je vais demander aux différents intervenants de cette table ronde de nous rejoindre sur scène pour commencer à l'heure prévue. Je vois que certains d'entre vous sont déjà là. Merci de nous rejoindre également dans la salle. Je déplacerai. Alors. Absolument, oui, je me rappelle très bien. Allez. Alors merci à toutes et tous d'être là. Normalement, il y a effectivement 7 sièges, ou sinon au fur et à mesure de... Oui. Oui. Est-ce que je peux prendre une photo de groupe? Ah bah c'est bien. Voilà. Oui. Désolée, c'était assez souvent si t'en as fait. On prend une petite photo avant de démarrer, mais... Très bien. Nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette table ronde intitulée Vers les réseaux 100% gaz renouvelable de demain, des flexibilités à activer du producteur au consommateur. Donc, l'idée, grâce à nos 7 intervenants, c'est de balayer les leviers de flexibilité qui peuvent être actionnés sur le système gazier pour maximiser l'injection de gaz renouvelable. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Carole Baron, directrice du programme Smart Grid à GRT Gaz, qui va poser un peu les enjeux de ce sujet et les panoramas des grands leviers de flexibilité. Merci Mathieu, bonjour. Ouais, je veux bien, merci. Merci Mathieu donc pour cette courte introduction. Nous avons aujourd'hui donc la chance d'avoir un panel d'intervenants très intéressant donc sur la thématique vers les réseaux de demain 100% gaz renouvelable, les flexibilités à activer du producteur au consommateur. Je vais en quelques mots vous introduire en fait ces présentations en essayant de vous donner des clés de lecture pour les interventions qui vont venir derrière. Je vous propose de commencer par prendre un petit peu de temps pour regarder ce titre. D'abord voir, on va vous parler de gaz renouvelable. Donc de quel gaz on parle? On parle de méthane renouvelable. Méthane renouvelable donc, qui remplace au fur et à mesure le gaz naturel au sein des réseaux. Aujourd'hui, il est essentiellement produit par biométhane. Vous avez une photo de méthanisation là tout en haut à droite du visuel. Quand on parle de 100% gaz renouvelable, on se projette en fait en 2050. Quand on se projette en 2050, les études prospectives qui ont été faites montrent qu'il est tout à fait possible d'injecter en 2050 jusqu'à 320 TWh de gaz renouvelable et bas carbone dans les réseaux. Donc ces gaz seront produits par méthanisation, mais aussi par gazéification hydrothermale, pyrogazéification et également par méthanation. Donc, si on se projette maintenant en 2050, vous voyez la carte qui est en bas à droite ici, c'est une carte en fait qui représente aujourd'hui tous les points d'injection de biométhane en France. Donc, on est entre à peu près 5 et 600 points aujourd'hui. Si on se projette en 2050, il faut imaginer que cette carte sera couverte de points. Donc, on aura en fait une myriade de points d'injection dans toute la France et il faudra effectivement en 2050 voir de quelle façon on peut injecter ces gaz sur le réseau. Ce qui est intéressant, c'est que ces productions sont délocalisées, donc elles sont réparties sur les territoires, ce qui est très intéressant parce que c'est créateur de valeur pour les territoires, mais ce qui donne aussi également beaucoup de travail et beaucoup d'enjeux à traiter pour les opérateurs de réseau. Si on remonte sur le titre vers les réseaux de demain, donc ces réseaux, justement, comment ils vont s'adapter? Comme aujourd'hui, ils vont en fait intégrer les consommations, ils vont alimenter les consommations, ils vont intégrer les gaz renouvelables, ils vont connecter en fait les territoires entre eux, qui seront donc producteurs de gaz renouvelables. Ils vont aussi permettre donc de faire transiter le gaz entre les territoires et de le transiter jusqu'au stockage, parce qu'on a de la chance avec le gaz d'avoir un fluide qui se stocke, et d'avoir en France en fait un parc important de stockage souterrain, donc qui permet qui est une des réponses en fait à la flexibilité. Quand on parle maintenant de flexibilité,
vers ces réseaux de demain, qu'est-ce que c'est que cette flexibilité? Alors, ce mot peut être un petit peu complexe à comprendre. Quand on parle de flexibilité, on pense souvent à l'équilibrage, comment on équilibre en fait une zone, un territoire, ou ça peut être la France entière. Mais là, on va plutôt parler de zones, parce que vous voyez qu'on est sur des productions qui sont localisées, qui sont très réparties, et donc notre problématique va être de voir de quelle façon la flexibilité, qui est en fait la capacité des moyens de production, donc aujourd'hui des méthanisations ou des consommations, ça peut être du bio-GNV, ça peut être des clients industriels ou autres, et également la capacité qu'ont nos réseaux dans leur pilotage, dans l'optimisation qu'on fait des réseaux, de répondre en fait à cette flexibilité. Aujourd'hui, donc là on s'est positionné vraiment 2050, on est parti assez loin. Je vous propose qu'on revienne en fait sur ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on pense un petit peu à la trajectoire. Pour arriver jusqu'en 2050, c'est important en fait de tester. Vous allez voir dans les projets qui vont être présentés derrière, on va voir qu'on est en train de tester en fait des projets, mais on est aussi en train aujourd'hui de mettre en œuvre des projets qui répondent dès à présent à des problématiques qu'on rencontre sur certains territoires. Puisqu'on a des territoires aujourd'hui qui sont déjà alimentés de façon importante par les gaz renouvelables. Tout à l'heure, Philippe, par exemple, vous parlez du réseau des Mauges. Et quand on regarde aujourd'hui l'indicateur gaz renouvelable sur les Mauges, je l'ai regardé en préparant cette intervention, on est à 16% de gaz renouvelable là, sur le territoire. Donc c'est quand même important, vous voyez, et ça nous demande aujourd'hui, dès à présent, de mettre en œuvre en fait un certain nombre de projets. Et on est aujourd'hui à un moment où on doit être à la fois donc à travailler ces expérimentations, ces tests pour préparer l'avenir, mais on doit aussi déjà commencer à traiter ces sujets et à les travailler ensemble. Alors comment on peut se préparer? Comment on se prépare en fait pour aller vers ces réseaux en 2050? Il faut mettre en place des infrastructures, puisqu'on a vu qu'il y avait des nouvelles productions qui arrivaient. Il faut continuer à alimenter les consommations. Il faut faire que le système global fonctionne. Donc ces infrastructures, ça peut être, on a deux grands types d'infrastructures. Il y a les postes d'injection qui vont permettre en fait au gaz renouvelable d'être injecté sur les réseaux. Et puis ensuite, on a des postes en fait qui vont être des postes de rebours, qui vont être des postes qui vont remonter le gaz des réseaux en plus basse pression vers les réseaux en plus haute pression. Il y a un deuxième sujet qui est important, c'est le numérique. Alors, certains vont parler de système d'information, digital, IT, numérique, quel que soit le mot. On ne pourra pas en fait arriver à répondre à tous ces enjeux et tout ce qu'on doit faire sans travailler sur les outils numériques. Donc c'est des outils qui vont nous permettre de prévoir ce qu'on va faire. Il faut aussi qu'on mesure là où on en est. Ils vont aussi nous permettre d'optimiser le pilotage. Et le numérique, c'est aussi ce qui permet, et la data, de publier et d'informer. C'est très important d'informer, normalement, notamment quand on pense à l'open data. L'open data, aujourd'hui, permet d'informer les collectivités, les territoires, sur là où ils en sont, sur le développement des gaz renouvelables, et puis de permettre aussi de se projeter demain. Et le troisième point important, pour moi, il y a comme une recette pour y arriver. Effectivement, il y a les infrastructures, il y a le système d'information. Et le troisième point important, c'est la collaboration. Parce que vous voyez, demain, on va être sur un système en fait, qui va être avec des gaz renouvelables répartis sur tous les territoires. Ce n'est pas un système centralisé. On a besoin de collaborer localement. On a besoin d'échanger les données. On a besoin de travailler ensemble. Et on a besoin d'imaginer ensemble comment demain, en fait, le système va fonctionner. Aujourd'hui, donc ça c'est... Je vais essayer de passer au slide suivant. Tu passes les slides ici, non? Ouais. Donc, si on revient maintenant sur des projets un peu plus concrets, je vais plus revenir aux présentations là, qui vont suivre. Les intervenants qui sont là aujourd'hui vont donc vous parler de la flexibilité, puisqu'aujourd'hui c'est déjà des problématiques qu'on a dans nos sujets, et ils travaillent tous sur des solutions où ils imaginent, où ils prévoient en fait des solutions qui sont aujourd'hui mises en place pour traiter des problématiques d'aujourd'hui ou pour préparer l'avenir demain. Comment on le fait? Donc, on a parlé avant de systèmes d'information et d'échange de données. Il y a des outils d'optimisation qui sont indispensables où la donnée est au centre. C'est ce dont va vous parler Joël Tanguy de Nevesus. On a ensuite des outils aussi importants, toujours autour des échanges de données sur la partie planification, échange de données entre les opérateurs de réseau, puisqu'on a des opérateurs de transport et de distribution, avec la présentation de Philippe Jallet de Sorégie.
Vous voyez qu'il y a un rôle évidemment clé des infrastructures. Il faut aussi développer les infrastructures. Et donc là, Laurent Cornibert de GRT Gaz et Sébastien Jousset de GRDF vont vous parler du rôle indispensable des infrastructures et comment en fait on pilote, comment on optimise la flexibilité. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les territoires parce que si on produit du gaz renouvelable, c'est bien pour alimenter des consommations dans les territoires. Et nous avons 2 interventions de Dominique Ramard, qui est président du SDE 22, et Laurent Favreau, président du CIDEV, qui vont vous parler en fait des flexibilités liées aux consommations, aux productions dans les territoires. Joël ? Merci beaucoup. Hop, c'est celui-là. OK. Bonjour à tous et à toutes. Hop. Donc rapidement, Joël Tanguy, je suis le président de la SAS Nevesus, bureau conseil à assistance à maîtrise d'ouvrage pour les installations de production d'énergie renouvelable à partir de déchets ou de biomasse. Et le sujet donc, est l'appui des outils numériques d'aide à l'exploitation des unités de méthanisation. C'est par là, c'est par là, c'est... Ah. Si. Donc, comme on évoquait tout à l'heure, un outil numérique pour utiliser les nouvelles technologies IA pour optimiser la filière, méthanisation, la sobriété énergétique, la traçabilité et la flexibilité comme évoqué. Donc, on a déposé un outil qui s'appelle Biogazia, sous la marque Biogazia, qui est un assistant numérique et qui a été, décidément, j'appuie pas assez fort peut-être, qui a été développé dans le cadre d'un appel à projet sur lequel on avait répondu avec GRDF et sur lequel on avait mis des objectifs différents, mais dont la flexibilité. Donc, les objectifs principaux, c'était optimisation des consommations énergétiques avec du monitoring, suivi des indicateurs de performance, réguler la production pour la partie prédictive production du site et de la partie pression du réseau gaz, le pilotage intelligent des équipements justement en corrélation avec ces paramètres précédents, la gestion des stockages du biométhane en ayant le respect réglementaire aussi de la réserve de capacité des ciels gazeux, mais aussi la partie flexibilité par rapport aux besoins du réseau. Et maximiser la production en allant jouer sur différents paramètres pour aller optimiser la biologie et le biotope, on va dire finalement, pour le maximum, extraire au maximum l'énergie dans la matière. Et collecte et archivage, c'est quand même des choses qui sont toujours importantes, collecte et archivage des données et des opérations pour la traçabilité et le respect réglementaire. Donc, traçabilité des flux pour faciliter la certification aussi de la RED 2. Donc, c'est un petit peu en aparté de notre sujet. Comment rapidement le schéma de collecte des données, on installe un niveau supérieur, on vient lire les données de l'automate, les données capteurs, les données de retour de fonctionnement, enfin tous les retours. On va chercher les données externes, comme on évoquait tout à l'heure, mais on va chercher aussi bien la météo que le prix spot, que le week-end ou pas week-end, même les vacances scolaires font partie des paramètres qu'on rentre en données externes et qui nous servent à faire la partie prédictive de la situation du réseau gaz. La partie analytique qui remonte aussi dedans, la traçabilité, vous allez me dire, traçabilité IA, pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir vraiment du prédictif production du site, maîtriser au maximum la production du site, et pour ça on a besoin de toute la traçabilité, aussi bien en entrée du site, mise en stockage, mise en digestion, jusqu'à sortie à l'épandage et traçabilité à l'épandage. Il y a après des petits modules, mais je vous invite à venir nous rencontrer au stand D73 si vous voulez avoir des compléments, parce que ce n'est pas forcément toujours le sujet de cette conférence. Là où c'est important, c'est une fois qu'on est arrivé tout en haut à l'exploitant et à l'automatisme, finalement, on arrive aujourd'hui à piloter les outils type épurateur, type agitation, intégration de matière, pour aller faire du prédictif de la production, par rapport aussi à la capacité du réseau à recevoir, mais aussi d'aller faire du moment des périodes de fonctionnement par rapport à des coûts énergétiques. Typiquement sur des contrats avec des heures creuses, des heures de pointe, on peut s'effacer sur la période de pointe. On a un site aujourd'hui où on arrive complètement à effacer le fonctionnement du site pendant l'heure de pointe,
par un intérêt énergétique, mais aussi de fonctionnement du réseau électrique. Rapidement, là c'est un des exemples de monitoring d'énergie. Sans rajouter de capteurs à chaque équipement, au bout d'un mois d'algorithme, on arrive à définir qui consomme quoi et quand. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, avec les retours de fonctionnement et le sous-tirage du poste principal, un mois d'algorithme et on arrive à extraire toutes ces données et d'aller travailler sur les appels de puissance, d'aller travailler sur les moments de fonctionnement et d'aller chercher de l'optimisation de fonctionnement. Et après, une fois qu'on a toutes ces données, ben on arrive dans cette partie où là vraiment on a l'intérêt du jumeau numérique et de l'IA, c'est d'aller faire du prédictif de production du site. Et on arrive pour ça à gérer les ciels gazeux et les fonctionnements de l'épurateur pour corréler aussi avec les capacités. Et puis aussi sur la partie d'engorgement, on va dire, du réseau, de saturation du réseau gaz, où là on va aller travailler sur des périodes de façon à bien, par exemple, baisser les ciels gazeux avant un risque d'engorgement qui va être ciblé sur une journée ou peut-être moins. Mais on va aller chercher ces points-là de façon à voir aller jusqu'à modifier légèrement la recette en amont pour pouvoir passer cette période. De la même façon, on va pouvoir travailler de la planification. Autant on dit un réseau peut être en incapacité de recevoir, mais on peut avoir aussi une maintenance sur le poste GRDF ou GRTGA sur le rebours, n'importe, ou une maintenance de l'épurateur. On peut la planifier en amont et toute la partie pilotage va prendre en compte à passer ce cap sans qu'on soit tous les jours ou les 3 jours précédents à essayer de régler la machine pour qu'on puisse passer cette période de maintenance. Donc on arrive sur le pilotage optimisé. Là vous voyez c'est pas forcément tout à fait clair comme ça de voir toutes ces courbes, mais encore une fois je vous invite à venir nous rencontrer. Mais avec toutes ces courbes-là, on arrive à piloter suivant le prix, suivant le réseau, suivant la capacité à pouvoir stocker sur le site ou pas. On arrive à intégrer toute la partie du pilotage de l'épurateur. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas revenir en arrière, mais on a réussi à valider et faire, alors sur ce site-là, on était un site qui a été homologué Smile, on a réussi à faire 15% d'économie financière sur la partie épuration. On aura un témoignage cet après-midi sur l'IA appliquée vraiment à la méthanisation, un témoignage d'un retour d'exploitant. On a fait 20% d'économie sur ces factures d'énergie. Donc, en revenant sur ce sujet Smile, eh ben, c'est le site de Biogazif à Iffendic dans le 35 en Bretagne. Dorénavant, le site dispose d'une optimisation intelligente de pilotage. Les consignes de pilotage de Biogazif ont permis donc la réduction de la facture de 15%, c'est ce que je vous évoquais. Et, une optimisation par le pilotage grâce aux nombreux paramètres que nous-mêmes, sans être méchants avec nous, les humains, on aurait du mal à tout additionner et tout cumuler pour les analyser, de façon à faire le prévisionnel de production, de regarder entre-temps le tarif de l'énergie, de regarder la capacité du réseau, de faire la prévision de la situation, de façon à pouvoir piloter l'ensemble. Et il y a encore de nombreuses pistes de développement sur lesquelles on vient de démarrer un nouvel appel à projet où là, on va, comme je vous ai expliqué un peu en préambule, on va vraiment chercher l'optimisation de la biologie du biotope de chaque digesteur, parce que chaque digesteur est une personne en soi et avec son biotope, et de l'adapter au maximum, que ce soit avec des oligo-éléments ou pas, ou des enzymes ou pas, suivant les intrants, suivant l'âge, le temps de séjour, suivant la température, suivant beaucoup de paramètres, mais typiquement à chaque site, d'aller chercher l'optimisation pour extraire le maximum d'énergie. On a mis de l'énergie pour amener la matière jusqu'au site de méthanisation. Profitons-en pour extraire au maximum l'énergie de cette matière pour aller la valoriser sur les réseaux, puisqu'on en aura fortement besoin. Donc, ce que je parlais, optimisation de la biologie du métabolisme. Donc voilà notre vision, alors elle est très large, hein. Notre vision Smart Grid et gaz vert en liaison avec les Smart Grid des énergies, hein, l'ensemble des énergies, parce que vous avez bien vu aussi bien l'énergie électrique, des capacités du réseau et de s'effacer sur des pointes, que de la capacité à pouvoir injecter et d'avoir une communication globalisée finalement de l'ensemble de ces données data
pour pouvoir piloter le réseau gaz de demain. Parce qu'il y a quand même des défis à relever qui ne seront pas neutres, et que sur une même branche, on peut avoir plusieurs sites, et un site en difficulté ou en maintenance, et un autre site en surproduction quasiment. Donc il y aura du jonglage à faire, et de récupérer, pouvoir collecter l'ensemble de ces données data permettra d'aller faire un pilotage optimisé. Voilà, rapidement, je pense que j'ai respecté mon temps. Merci Joël Tanguy pour cette présentation qui nous a permis de bien comprendre effectivement comment, à l'échelle de la production donc d'un site de méthanisation, des leviers de flexibilité existaient pour mieux synchroniser effectivement la production de biogaz, l'injection avec les contraintes du réseau et les risques d'engorgement. Maintenant, avec nos 3 intervenants à venir, on va aller justement sur le réseau pour voir comment réseau de transport, réseau de distribution et plateforme d'échange de données peuvent être des outils qui prennent la suite de cette flexibilité, toujours pour maximiser l'injection de biogaz renouvelable. Laurent Cornibert pour GRT Gaz. Bonjour à tout le monde, donc je suis Laurent Cornibert, je travaille à GRT Gaz. J'ai un double rôle vis-à-vis des sujets que je veux présenter. Un représentant de l'entreprise GRT Gaz et donc essayer d'expliquer aujourd'hui quel est le rôle des ouvrages de GRT Gaz dans cette transition énergétique. Et aussi une autre casquette concernant Westgrid Synergy, qui est un projet qui réunit un certain nombre d'acteurs, que ce soit des collectivités, des opérateurs et des syndicats d'énergie, et qui essaye de réfléchir sur le futur, les projets qu'on pourrait mettre en œuvre, des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre à moyen long terme pour accompagner cette transition énergétique et voir ce que les réseaux peuvent apporter à l'ensemble de ces projets, ces produits que sont les gaz renouvelables. Aujourd'hui, je vais intervenir essentiellement sur le sujet du réseau de transport, et je vais essayer de partager avec vous ce que peut apporter le réseau de transport à l'ensemble des productions gaz renouvelables. Alors, la première chose, c'est quelle flexibilité apporte le réseau de transport? C'est quoi le réseau de transport? Qu'est-ce qu'il amène? Le réseau de transport, ce sont des ouvrages, 30 000 km de canalisation, de l'acier pour une très grosse partie essentiellement, qui connectent l'ensemble des points sur le réseau français. Alors, on a un opérateur adjacent qui s'appelle Terega, mais sur l'ensemble du réseau français, et qui va permettre de connecter les points de production, les points d'importation, les grandes zones de consommation, les très gros clients industriels qui consomment de l'énergie en quantité, les stockages souterrains, les terminaux méthaniers. Donc vraiment des ouvrages qui connectent dans des grandes dimensions le réseau en France. L'ordre de grandeur des consommations aujourd'hui, c'est 400-500 TWh. Dans le futur, ça sera probablement un peu moins. Mais globalement, les ordres de grandeur, vous les voyez, sont assez considérables. C'est aujourd'hui 703 clients industriels qui est connecté au réseau de transport de GRT Gaz. 703, c'est quand même un nombre assez important, et chacun consomme des quantités très importantes. Ce qu'on appelle des grands consommateurs, c'est essentiellement eux. Il y en a aussi chez Terega. Ce que l'on va retrouver aussi, c'est des capacités de stockage souterrain. Pourquoi le stockage souterrain est important dans un réseau? Parce qu'il va permettre d'accompagner le fonctionnement été-hiver, essentiellement. Donc comment produire, y compris en été, lorsque les consommations sont très basses, voire inférieures à la quantité consommée, et de l'autre côté, comment en hiver équilibrer l'ensemble du schéma, sachant que les productions sont stables, mais que les consommations, elles, dépassent largement ces productions. Donc c'est vraiment un des organes essentiels du fonctionnement du réseau de transport, et qui est connecté. Et puis, bien entendu, l'ensemble des sites de production qui vont venir. Alors, il y en a aujourd'hui de différentes manières. Il y a certains producteurs de biométhane. Essentiellement, ils sont connectés au réseau de distribution, mais on en a aussi un peu chez nous. On va y retrouver aussi un certain nombre d'autres installations, comme les points d'importation et les terminaux méthaniers. Les terminaux méthaniers, un certain nombre en France, un au Havre, un ici, tout près, un Montoire, pas très éloigné, et puis d'autres dans le sud, sur la façade méditerranéenne. Les ordres de grandeur que je vous présente ici, c'est juste pour resituer un peu par rapport à l'ensemble du système. Qu'est-ce que c'est aussi le réseau de transport? C'est une connexion au réseau européen. Pourquoi c'est important? Parce que le marché du gaz, c'est un marché européen. Et le marché européen, il se fait sur la molécule, mais il va se faire certainement aussi sur des produits comme les garanties d'origine. Il va se faire aussi probablement sur d'autres produits, on les appelle souvent des BPA. Et
Les réseaux de transport, c'est la manière de connecter physiquement l'ensemble des installations, que ce soit les producteurs aux consommateurs ou d'autres types d'installations que l'on va retrouver. Donc véritablement, le mécanisme que l'on peut retrouver à travers les réseaux de transport, c'est les connexions physiques entre chacun des acteurs à une plateforme large qui est le réseau européen ou le réseau français. Une place de marché, aujourd'hui une place de marché française qui est très active, qui a un volume assez important, et bien entendu une place de marché la plus connue, qu'on appelle le TTF dans le nord de l'Europe, et qui elle brade des quantités, des volumes chaque jour énormes, hein. On parle de 100 TWh échangés. Donc véritablement la possibilité pour chacun d'aller mettre de l'énergie, d'aller mettre un certain nombre de produits sur le marché. On va retrouver certainement avec les garanties d'origine ce type de marché dans le futur. À l'horizon 2030, 2040, 2050, c'est certainement des modes de fonctionnement que l'on va retrouver sur d'autres produits que la molécule, parce que la garantie d'origine va probablement s'échanger de la même manière dans le futur. En pratique, la flexibilité pour le réseau de transport de gaz, qu'est-ce que c'est? Quels ouvrages on a? La première chose, c'est les canalisations. C'est, je vous l'ai dit, la connexion entre l'ensemble des points. Des canalisations en acier, 30 000 km, qui parcourent l'ensemble de la France, qui se connectent avec des terminaux méthaniers et les autres réseaux européens. Le deuxième point, c'est les comptages. Parce qu'effectivement, un des points essentiels, si on veut fonctionner, c'est de savoir ce qui rentre, combien, à quel moment, et ce qui sort, combien, à quel moment, de manière à pouvoir faire des comptages, des bilans énergétiques, pouvoir savoir effectivement à qui on doit telle énergie ou telle autre, mais aussi pouvoir équilibrer notre système. Toujours avoir un équilibre entre l'offre et la demande, que ce soit physiquement ou contractuellement. Toujours les deux approches qui sont importantes à avoir. Donc le comptage, c'est un des éléments indispensables des fonctionnements des réseaux gaziers. Ensuite, bien, le poste de livraison. Ça, c'est véritablement l'organe qui est le plus connu pour l'ensemble des consommateurs. C'est l'ouvrage qui va permettre de détendre le réseau. C'est celui qui a été développé le plus fréquemment dans le passé parce que, historiquement, les réseaux, ils étaient faits pour prendre le gaz à une forte pression et les amener vers le consommateur à la plus faible pression. Et donc on a mis en œuvre des postes de livraison, des postes de détente qui permettaient de connecter les ouvrages, alors que ce soit les réseaux de transport aux réseaux de distribution ou les réseaux de transport aux gros consommateurs. Pour pouvoir transporter le gaz sur des grandes distances et éviter d'avoir des ouvrages, des canalisations trop grosses, il y a aussi des stations de compression. Alors j'en reparlerai des stations de compression, on en a deux types. Le premier, c'est celui que vous voyez en bas à gauche, qui est vraiment une installation permettant de connecter le réseau sur des très grandes distances, de remonter la pression et de faire aller le gaz le plus loin possible dans nos réseaux. Le deuxième, c'est celui qu'on voit en bas à droite, qui est lui véritablement l'innovation, l'évolution que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle des rebours. Ça reste des stations de compression. C'est l'organe qu'on est en train de développer. On en a aujourd'hui, alors j'ai écrit 19, mais c'est 20 depuis quelques jours. Donc on est passé à 20 rebours de réseau sur nos réseaux de transport. C'est l'organe qui va permettre de prendre du gaz vers les zones de consommation, vers les réseaux de distribution, vers la faible pression, et remonter ce gaz vers la haute pression. Pourquoi c'est essentiel ? C'est ce que disait Carole tout à l'heure. Lorsque nous allons avoir des quantités de production importantes, il sera très difficile d'équilibrer tout à une maille locale. Et il va falloir regarder les choses en grande largeur parce que ce sont les producteurs des territoires injectant sur des réseaux à faible pression qui vont alimenter des consommateurs quelque part en France qui ne seront pas forcément à 300 mètres ni à 10 km. Ça sera les premiers qui en bénéficieront, bien sûr, ceux qui sont juste à côté. Mais il faudra pouvoir exporter, il faudra aussi pouvoir le stocker. Et pour accéder au réseau, au stockage, il faut passer par le rebours pour remonter sur le réseau de transport et aller vers les stockages. Donc l'ensemble du système va fonctionner avec des rebours qui seront vraiment, pour nous, l'ouvrage indispensable au développement. Et puis, bien entendu, au milieu, en bas, le poste d'injection de biométhane. Il y en a beaucoup plus sur les réseaux de distribution. On en a aussi du côté transport. C'est à peu près les mêmes technologies retenues, sauf que ça se fait souvent à haute pression. Le réseau de transport, c'est donc véritablement, par rapport à l'ensemble des autres réseaux, le moyen de connecter la production à la consommation sur un périmètre assez large, français, voire européen, selon la manière dont on regarde les choses. Merci.
Merci Laurent pour cette présentation et les enjeux d'adaptation et les solutions d'adaptation du réseau de transport à cette nouvelle donne énergétique qui est celle d'aujourd'hui mais aussi de demain, comme nous l'a présenté Carole Baron dans le panorama d'ensemble. On va continuer justement le voyage sur le système gazier en allant du coup au niveau du réseau de distribution avec l'intervention de Sébastien Jousset pour GRDF. Oui, merci, bonjour à tous. J'arrive sur Laurent. Donc, voilà. Oui, je me présente donc Sébastien Jousset, je suis à GRDF Centre-Ouest. Je travaille à GRDF depuis 1990 avec une exploitation des réseaux qui était bien différente de celle d'aujourd'hui. Et sur le biométhane, toujours sur la région Centre-Ouest, qui couvre le territoire Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire depuis 2017. J'ai commencé par accompagner nos différents services d'exploitation, d'ingénierie et de maintenance dans l'accueil du biométhane. Et aujourd'hui, je suis chargé de projet sur la région pour faire de la planification et de la gestion des flux, une nouvelle activité qui vient d'arriver à GRDF. Effectivement, en 2017, quand je suis arrivé sur le biométhane, il y avait 5 sites de production sur la région. On en est rendu à 162. On est donc à environ 150 sur la France. On avait une problématique qui était différente, c'était d'alimenter nos clients, quelle que soit la température, y compris la plus faible. Là, on parle d'un événement climatique qui arrive 2 fois tous les 100 ans. Donc il fallait qu'on arrive toujours avec une pression acceptable pour tous nos clients, quel que soit l'endroit où ils soient branchés sur le réseau, et y compris en hiver. Nos contraintes étaient plutôt hivernales, on va dire. Aujourd'hui, avec l'accueil de cette station biométhane, donc je dis 550, on a 3700 sources de transport qui nous alimentent sur la France. On vise donc en 2030 à peu près 2000 sources d'injection de biométhane. Donc on se rapprochera du nombre de sources historiques transport. Et 2050, on aura dépassé les sources de transport. Elles seront plus petites, on n'a pas les mêmes débits, mais en nombre et en exploitation, en ouvrage à exploiter, c'est important. Et c'est un vrai virage. Et demain, il va falloir qu'avec tous ces points d'injection, qu'on fasse en sorte qu'on garantisse tout de même l'alimentation de nos clients. Ils ont besoin d'avoir une pression constante pour que leur process fonctionne. On continue à avoir cette problématique. La sécurité du réseau, c'est aussi un axe majeur. Mais en même temps, il faut qu'on accueille tout ce biométhane, et en priorité, Laurent l'a dit, auprès des consommateurs locaux, mais aussi pour pouvoir accueillir toute la masse qui va être produite, de pouvoir remonter vers les installations de rebours dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça c'est la problématique qu'on vit, le virage biométhane, l'accueil biométhane sur GRDF. Donc on a effectivement cet équilibre à rechercher entre une consommation qui a un facteur de x5 entre l'hiver et l'été. L'été, nos consommations locales baissent de x5. Donc il faut qu'on adapte le sens du gaz, le sens du réseau, et qu'on travaille sur toutes les possibilités d'accueillir cette production, y compris en profitant de nos infrastructures GRDF. On a de nombreux kilomètres de réseau dans lesquels on peut faire fluctuer la pression pour accueillir du gaz quand il y a moins de consommation. On va en parler après. Donc c'est l'objectif de la transformation du modèle d'exploitation de GRDF actuellement, qui vise à mieux accueillir le maximum de biométhane. Donc les flux gazeux, ils sont je vais tout afficher d'un coup, ça va être plus simple. Ils sont générés pour l'évolution de l'exploitation grâce à la consommation d'abord, et puis aux productions. On ne peut travailler que sur tous ces axes-là pour accueillir le biométhane. D'abord dans la production de biométhane, on commence par le début, où on va travailler avec les producteurs de manière à ce qu'ils puissent adapter leur production au moment de consommation, en essayant de produire plus et d'injecter plus lorsque la consommation est présente, et en diminuant temporairement cette production lorsque la consommation est absente. Ça a ses limites, puisque
On ne peut stocker une partie assez faible de la production pendant un temps donné limité. Donc il faut absolument qu'on ait des flux consommation-production qui s'équilibrent. Pour aider à faire cet équilibre, on abaisse la pression du réseau de GRDF de manière à profiter de cette capacité de stockage supplémentaire. Je prends des exemples de territoires où on a 7, 8 sites de production biométhane, où on arrive à gagner 15, 20 heures de production sans avoir à stopper l'injection, ne serait-ce qu'en diminuant la pression de notre réseau GRDF et profiter de cette capacité de stockage. Il y a aussi cette vision dont ont besoin nos producteurs aujourd'hui, c'est de savoir, d'estimer à l'été combien est-ce que je vais pouvoir continuer à produire. Est-ce qu'il faut que je baisse ma production la semaine par rapport au week-end? C'est toutes ces estimations d'équilibrage production-consommation qu'on est en train de travailler avec des produits informatiques qui sont aujourd'hui pas forcément les plus, on va dire, agiles dans ce domaine-là. Mais notre objectif demain, c'est de proposer au producteur un calendrier d'injection sur lequel il va pouvoir se baser en se disant sur telle période, je peux injecter à ma Cmax, je peux même aller au-delà de ma Cmax. Et sur cette période-là, je vais être contraint par rapport à la consommation de la maille sur laquelle j'injecte. Bien sûr, tout ça, c'est en attendant la solution ultime du rebours vers le réseau de transport qui nous affranchisse un petit peu de ces contraintes-là. Mais dans un premier temps, l'accueil, il passe par les réseaux de GRDF avant de remonter vers les réseaux de transport. Et c'est à ces moments-là qu'on peut apporter toute cette flexibilité sur laquelle on travaille aujourd'hui. Cette gestion des flux n'existait pas jusqu'alors dans le modèle d'exploitation de GRDF. Donc consolider les consommations et puis accéder aux autres zones de consommation à chaque fois qu'on a un producteur qui arrive sur une maille. On réfléchit à agrandir cette zone de consommation dans un premier temps en construisant des kilomètres de réseau. On réfléchit à des solutions finales pour aboutir sur une solution de rebours. Et puis on met des solutions temporaires en attendant d'avoir ces solutions-là de type Flores, je vais en parler tout à l'heure. Donc vas-y, les grands enjeux, les grosses évolutions auxquelles on fait face aujourd'hui et le virage biométhane imposé par ces nouveaux flux et ces nouveaux sens de flux. Un exemple de nouvelles technologies qu'on met en place en même temps pour avoir un peu plus de souplesse sur ces fameux réglages dont je vous ai parlé qui nous permettent de baisser et monter les pressions. C'est une expérimentation qui a lieu aujourd'hui sur Locminé où on a un poste de réseau qu'on va pouvoir baisser ou augmenter de pression à distance via des automatismes et des vannes de régulation. À chaque fois qu'on avait une modification de pression sur un ouvrage gaz qu'on appelle poste de réseau à GRDF, il fallait se déplacer et il fallait faire manuellement une manipulation dans le poste pour baisser ou relever. Avec ces postes-là, à distance, on va pouvoir apporter de la flexibilité. S'il faut changer le vendredi soir pour abaisser pendant le week-end parce qu'il y a moins de consommation, on peut abaisser la pression de notre réseau. On va pouvoir le faire à distance de manière instantanée et grâce à différents dispositifs de captage d'informations, de voir les effets au point les plus bas. C'est une expérimentation nationale, la première expérimentation nationale qui a eu lieu donc en 2023 sur cette zone de Locminé. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on passe une étape supplémentaire en 2024 en essayant d'automatiser complètement cette variation de pression en fonction de ce qui se passe sur le réseau, en fonction du démarrage des gros consommateurs et en fonction de la pression lue aux points les plus bas. Donc ce sera les prochaines étapes. Et grâce à ça, on va pouvoir assurer une vraie gestion de flux en direct. Un dernier élément de flexibilité qui est aujourd'hui mis en place, on a le dispositif Flores qui nous permet, à l'image de ce qu'on peut faire sur les réseaux, là on profite d'une structure existante, c'est d'aller plus loin lorsque tout ça ne suffit pas. C'est de mettre des capacités de stockage, on parle de 10 000, 14 000 normomètres cubes, qui vont donc se remplir quand la consommation n'est plus présente et se vider dès que la consommation reprend.
pour passer les périodes creuses de consommation. Voilà quelques exemples et quelques enjeux sur la gestion des flux sur GRDF. Merci beaucoup Sébastien Jousset pour GRDF de cette présentation des marges de manœuvre au niveau du réseau de distribution. Donc on voit qu'à travers le stockage, l'exploitation dynamique du réseau, la façon dont vous adaptez votre approche, vos métiers aussi à cette nouvelle gestion dynamique. On a parlé aussi collaboration, interopérabilité dans les leviers de flexibilité. On voit que c'est un enjeu important entre production et consommation à travers le réseau. Du coup, on fait intervenir Sorégie, donc à travers l'intervention de Philippe Jallet, qui va justement nous parler d'un bel exemple de coopération et de plateforme d'échange. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, vous dire deux mots de qui est Sorégie. Donc Sorégie, nous sommes une entreprise locale d'énergie, historiquement basée dans la Vienne, et nous sommes un opérateur dans le monde de l'énergie et nous couvrons toute la chaîne de l'énergie depuis la production, principalement d'énergie renouvelable, la distribution d'électricité, de gaz, la fourniture également. Hein, nous sommes fournisseurs sous les marques Sorégie et les marques Alterna également sur l'ensemble du territoire. Et puis nous sommes également prestataires de services dans d'autres domaines énergétiques comme la gestion de l'éclairage public par exemple, les bornes de recharge de véhicules électriques, une station bio-GNV. Et puis nous proposons également des outils informatique pour aider à la gestion des nombreux flux que l'on doit gérer au quotidien de par nos activités. Alors je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une plateforme d'échange effectivement. On l'a vu hein, au travers des propos qui ont été tenus précédemment. On voit qu'aujourd'hui il y a de forts enjeux en matière de gestion des données sur les réseaux énergétiques et les réseaux gaziers tout particulièrement. Et donc, nous sommes en train de développer avec GRT Gaz une plateforme que l'on a baptisée Mon Gaz du Coin, qui a pour vocation à mettre en relation les différents acteurs sur un réseau que l'on pilote et que l'on exploite dans le département du Maine-et-Loire, réseau de distribution de gaz. C'est un réseau développé qui fait environ 90 km de MPC. Et sur ce réseau, on a à peu près toutes les configurations que l'on a vues précédemment. Donc on a un gros client industriel qui représente une part très importante de la consommation sur ce réseau. On a également une station bio-GNV qui est raccordée depuis un an à peu près sur ce réseau. Nous avons aujourd'hui 2 unités de méthanisation qui injectent du biométhane sur notre réseau et prochainement, à horizon 1 an, on aura une 3e unité de production de biométhane qui injectera dans nos réseaux également. Et là, Carole le disait tout à l'heure, sur notre réseau, on a déjà aujourd'hui 50% du gaz qui transite sur nos réseaux qui est du biométhane. Et dans 1 an, on aura environ 75% de biométhane. Donc vous comprenez que cette composante biométhane sera largement prépondérante et donc il faut pouvoir gérer les flux et surtout s'assurer à tout moment qu'il y ait bien une parfaite correspondance entre les volumes injectés et les volumes consommés sur notre réseau. Cette plateforme d'échange, comme vous pouvez le voir ici, elle a pour vocation à mettre en relation l'ensemble des parties prenantes sur ce réseau, que sont l'industriel qui est le plus gros consommateur sur notre réseau, le gestionnaire de la station bio-GNV, les producteurs de biométhane bien évidemment et les gestionnaires de réseau donc que sont GRT Gaz pour le transport et Sorégie pour la partie distribution. Alors on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on a besoin de données attachées au fonctionnement du réseau en temps réel pour s'assurer, encore une fois, de la bonne adéquation entre la production et la consommation. L'objectif est de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour favoriser l'injection de biométhane et dans la mesure limitée, voire ne pas avoir apparaître du tout de situation de saturation dans notre réseau de distribution.
Alors juste un exemple de moyens qui ont été mis en œuvre pour récupérer des données sur le réseau. Donc on a équipé notre réseau de capteurs de pression, mais aussi, et on est les premiers à avoir fait ça en France, de capteurs qui nous permettent de mesurer à tout moment et à chaque endroit du réseau la valeur du pouvoir calorifique du gaz qui transite sur notre réseau, et ce, poche par poche de consommation. Et donc ça nous permet plusieurs choses. Déjà, de bien comprendre quelle est la nature du gaz à tout moment qui se situe à un endroit donné du réseau, quelle est la part de gaz gris, quelle est la part de biométhane. Ça nous permet aussi, et je dirais surtout, de garantir à nos clients et aux fournisseurs que l'on va de façon certaine transformer correctement des mètres cubes qui sont mesurés par les compteurs en kilowattheures. Voilà, donc il n'y a pas d'estimation qui est faite, c'est vraiment de la mesure qui est faite en tout point du réseau. Et donc ces données qui sont collectées sur le réseau via ces capteurs nous permettent d'alimenter donc cette plateforme. On verra quelques visuels tout à l'heure. Mais vous dire également que ça fait partie d'un tout. Cette composante, la brique attachée à la plateforme Mon Gaz du Coin, est un élément d'un ensemble. Et parmi ces éléments, on va retrouver donc des modélisations de réseau, des modélisations dynamiques du réseau. Donc les données que l'on capte en temps réel nous permettent de comprendre comment se comporte le réseau. Le suivi de la nature du gaz, on l'a vu juste avant avec la mise en place d'appareils qui permettent de mesurer le pouvoir calorifique supérieur du gaz à tout moment et en tout endroit du réseau. Et puis donc cette solution de pilotage. Et puis ce qui est important, c'est que cette plateforme d'échange, elle a pour vocation à impliquer directement toutes les parties prenantes. Il n'y a pas que les gestionnaires de réseau qui sont impliqués. Les autres acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, sont également directement impliqués dans le développement et l'alimentation de la plateforme. Alors, cette plateforme, elle a également une valeur démonstrative. Ce que l'on veut éviter, ce sont notamment, on a parlé de rebours tout à l'heure, donc un rebours c'est extrêmement coûteux, c'est long à mettre en place. Et donc l'idée, au travers de cette plateforme, c'est de mettre en œuvre des solutions qui vont permettre d'éviter ces investissements coûteux et très, très longs à mettre en œuvre. Et puis ça va permettre aussi d'éviter que les producteurs de biométhane aient à limiter leur injection. Évidemment, la pire des configurations, c'est quand on n'a pas de solution pour accueillir ce gaz, ce biométhane dans nos réseaux. Eh bien, le biométhane, il peut être stocké, mais dans des volumes limités sur les unités de méthanisation. Mais très vite, on va arriver à des situations où il va falloir malheureusement brûler ce gaz. Et donc, c'est cette situation que l'on veut absolument éviter à tout prix. Voilà. Et puis cet outil, il va permettre également de gérer les priorités d'injection. Donc vous savez, hein, chaque producteur de biométhane a pris rang dans un registre et en fonction de son arrivée dans ce registre, eh bien, il va avoir le droit d'injecter ou de limiter sa production s'il est arrivé en queue de peloton, si je puis dire, dans ce registre. Vous dire également que ce travail, il se fait de façon itérative et on intègre l'ensemble des parties prenantes, je l'ai dit. Et donc on a mis en place avec GRTgaz un certain nombre d'ateliers auxquels ont participé les producteurs de biométhane, auxquels ont participé les principaux clients, auxquels ont participé, et je tenais à le souligner aussi, nos partenaires et tout particulièrement la communauté de communes qui nous accueille sur ce territoire, Mauges Communauté, et sa SEM, Mauges Énergie, donc qui sont à nos côtés depuis le démarrage de ce projet. C'est un vrai projet de territoire. Et ça, c'est important de bien mesurer l'intérêt qu'il y a à ce que tous les acteurs du territoire soient impliqués. Cette plateforme, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est développée de manière à être duplicable et dupliquée, on l'espère, sur bien d'autres territoires.
Elle est adaptée ici à une configuration donnée, mais elle sera réplicable sur d'autres territoires où on peut avoir des problématiques différentes et des acteurs différents également. À souligner également que cette plateforme sera accessible à l'ensemble des acteurs, je l'ai dit, mais aussi des particuliers. L'objectif, c'est que chacun sur ce territoire-là puisse connaître des éléments sur là où est produit le gaz que je vais consommer pour ma maison d'habitation, quelle est la part de biométhane que je vais consommer et donc je vais contribuer à la vie du territoire en facilitant l'intégration de projets de biométhane. Et puis c'est un volet aussi, en tout cas c'est ce qui nous semble être le cas, un volet qui va permettre de faciliter l'implantation d'unités de biométhane. Malheureusement, de nombreux projets font l'objet de recours. Et là, avec cet outil-là, ça nous permet de montrer concrètement ce qui se passe sur un territoire et l'intérêt qu'il y a à produire localement du biométhane, à le consommer localement, à avoir des transports les plus verts possibles au travers d'une station bio-GNV. Et donc, voilà, le gaz en circuit court, ça fonctionne très bien, preuve en est. Et puis pour terminer, juste, la plateforme est en cours de développement aujourd'hui. Elle sera opérationnelle dans quelques semaines maintenant. Juste vous montrer donc quelques visuels. À l'origine, on part très simplement d'un calendrier qui est partagé entre les différents acteurs. Par exemple, un producteur de biométhane va intégrer dans ce calendrier ses plannings de maintenance et donc les périodes pendant lesquelles il ne va pas produire de biométhane. Il va pouvoir aussi signaler des incidents sur son installation en cas de panne. Malheureusement, ça peut arriver. Pour les principaux consommateurs, le principe est le même. Chacun de ces principaux consommateurs va indiquer quelles sont ses prévisions de consommation, quelles sont ses prévisions de maintenance, et donc les périodes pendant lesquelles il va moins consommer ou ne pas consommer. Et l'alimentation de ces données par l'ensemble des acteurs va faire que l'on va pouvoir indiquer à l'ensemble des partenaires. Alors on a mis en place des choses très simples et visuelles. Hein. Quand une journée est taguée en vert, ça veut dire que voilà, la capacité d'absorption du biométhane est à son comble, il n'y a pas de contrainte. Quand le jour suivant est ou le jour, quel qu'il soit, est indiqué en orange, là ça veut dire qu'on a un risque potentiel de saturation sur le réseau. Et quand le jour apparaît en rouge, c'est que là, on a une situation de saturation du réseau. Et donc l'objectif, c'est de porter à connaissance de l'ensemble des acteurs la couleur du jour ou des jours à venir pour que chacun puisse mettre en œuvre les gestes qui vont permettre de limiter, voire de ne pas atteindre la saturation. Par exemple, sur le réseau de distribution, on va demander à GRT Gaz de baisser la pression d'injection pour favoriser l'injection de biométhane. Donc on a équipé, GRT Gaz a équipé le poste à l'interface entre le réseau de transport et notre réseau de distribution de vannes qui permettent une régulation à distance et quasi en temps réel. Donc ça nous permet d'être extrêmement réactifs. Pour les producteurs de biométhane, on va également leur demander de limiter l'injection et de stocker le maximum de gaz dans les ciels gazeux par exemple. Pour la station bio-GNV, eh bien, possiblement, on pourrait demander à ce que du gaz soit stocké au niveau de la station, même si le besoin d'avitaillement des véhicules n'est pas forcément présent à ce moment-là. Donc ça se rapproche du projet Flores qui a été présenté tout à l'heure. Donc on a voilà, ces capacités-là. Et donc l'idée, c'est, en fonction de l'indication qui est donnée, que chacun puisse mener les gestes qui vont permettre de maximiser l'injection de biométhane. Et puis, en matière d'information pour le grand public, eh bien, des informations du type quelle est, au moment où je me connecte à la plateforme, quelle est la part de biométhane que je consomme pour chauffer ma maison, eh bien, cette indication sera publique. Et puis, sur l'année écoulée, par exemple, de la même manière, quelle était la part de biométhane que j'ai consommée pour mes besoins propres. Donc voilà, cette plateforme, je le disais, elle est en cours de développement. On arrive au bout
de sa première version et donc elle sera mise en application dans les prochaines semaines. Merci Philippe Jallet pour ce régie. Donc de l'actualité à venir pour cette plateforme Mon Gaz du Coin. Donc on voit bien ce maillon essentiel sur le bouclage du système entre production et consommation. Et puisqu'on parle de consommer l'énergie et le gaz au bon moment, au bon endroit, on parle évidemment de territoire. Et pour ça, deux interventions donc de Laurent Favreau, président du SIDEV, syndicat d'énergie de Vendée, suivi par l'intervention également de Dominique Ramard, syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor. Donc quelle est la situation sur vos territoires vis-à-vis de cette nouvelle équilibre production-consommation à rechercher? Bien, bonjour à tous. Effectivement, alors la gâchette qui va bien. Merci beaucoup Philippe. Et voilà, donc on est effectivement sur le territoire de la Vendée, donc à quelques kilomètres d'ici, avec eh bien, une filière qui s'organise de plus en plus et avec lesquelles nous travaillons évidemment au sein du syndicat d'énergie. Alors le SIDEV, syndicat d'énergie de la Vendée, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des communes et des communautés, intercommunalités de Vendée, eh bien, qui travaillons sur un ensemble de leviers, hein, aussi bien sur les infrastructures évidemment, je dirais énergétiques, et puis aussi sur la transformation, la rénovation des bâtiments. Et le dernier gros levier, pour faire rapide, pour en venir plutôt au sujet, c'est évidemment tout ce qui concerne la mobilité. Alors le SIDEV ne travaille pas tout seul, hein. On a notre SEM, la société Vendée Énergie, son directeur, les collaborateurs qui sont là aussi, Laurent Sorin et Jérémy Vion, et tous trois avec moi aujourd'hui pour évidemment parler de cette situation de la méthanisation en Vendée que nous avons déjà construit depuis quelques temps. Alors les chiffres clés, ils sont devant vous. On a aujourd'hui 38 sites qui sont déjà en fonctionnement et qui nous permettent d'injecter. Il y en a 13. Beaucoup d'autres étaient démarrés en cogénération. On a encore 10 autres sites qui sont en développement. On a un gisement qui a été identifié il y a quelques années avec près de 2300 gigawattheures. Donc on couvre presque 90% des besoins du secteur. Aujourd'hui, c'est 68 gigawattheures qui sont injectés sur le réseau Enedis. On a 280 aussi gigas qui sont injectés à travers le biométhane. Donc on est au-dessus des 10% de gaz vert dans les réseaux, qui est l'objectif de la PPE 2030. Pour nous, 2030, ce serait plutôt un objectif de 20%, donc à travers les différents sites de production. Alors, qui dit site de production, c'est aussi accompagnement de tous ces projets. Et pour pas qu'ils se fassent n'importe comment, n'importe où, on s'est doté de moyens à travers la SEM, à travers le SIDEV aussi, pour avoir un vrai accompagnement de ces producteurs, de ces projets sur l'ensemble de nos territoires. On a créé des sociétés de projets sur l'ensemble du département de la Vendée. Donc société de projet, c'est quoi? Eh bien, c'est notre SEM avec les Comcom pour dire comment on investit au plus près des PCAET, des objectifs des PCAET, qu'ils puissent correspondre, qu'ils ne puissent pas saturer le réseau aussi de manière aléatoire, mais bien qu'on fasse des projets à taille humaine, des projets plus raisonnés, plus raisonnables, et surtout pas les projets tels qu'on a pu s'opposer, j'ose le dire ici, sur le projet de Corcouët qui nous semblait complètement démesuré et surtout pas adapté à notre territoire. Donc on est véritablement sur un ensemble de producteurs qu'on va continuer à développer. Pourquoi on fait ça en Vendée? C'est parce que on est déjà engagé évidemment sur cette mobilité. On a déjà 7 stations de distribution, 6 en propre avec Vendée Énergie et une sur Mortagne, accompagnement du projet d'agribiométhane que certains doivent connaître certainement dans cette salle. Alors ce travail de déploiement, c'est évidemment pour répondre à la demande des élus vendéens et puis de dire eh bien, comment on accompagne l'ensemble du territoire. Alors vous voyez ici de noter également les stations hydrogène vert que nous produisons, vous le savez, en Vendée à Boin grâce à la société Life. Donc vous avez sur La Roche-sur-Yon évidemment cette distribution de gaz vert, mais vous avez aussi la distribution d'hydrogène comme on la retrouve également au Sable d'Olonne et avec la projection de déployer aussi ces stations multi-énergie eh bien, du côté de Montaigu et du côté de Challans aussi.
On a une station qui est en train de se développer du côté des herbiers. On est en train de finaliser tous nos travaux pour la sortir, j'espère, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, une vraie volonté de mailler l'ensemble du territoire, puisque derrière, à travers la production que nous accompagnons, eh bien, c'est le développement aussi de la consommation que nous faisions. Tout à l'heure, Philippe, tu le disais, hein, la production, la consommation. On travaille beaucoup en local, en Vendée, et à travers ces productions locales, comment on arrive à les faire consommer localement. Eh bien, l'accompagnement que nous réalisons, c'est évidemment depuis quelques années déjà. Hein, nous avons commencé sur la mobilité électrique dès les années 2012-2014. Et puis très vite, nous nous sommes lancés sur la mobilité bio-GNV à travers eh bien, un accompagnement là aussi, puisque le plus dur, ça a été dès le début eh bien, de convaincre tous ces utilisateurs de dire oui, le biogaz peut être une solution de mobilité intéressante. Et donc avec Laurent Sorin, eh bien, c'est le travail que nous faisons d'aller convaincre, faciliter, fédérer aussi tous ces utilisateurs de biogaz sur l'ensemble de notre territoire, donner de la perspective aussi financière. C'est ce qu'ils attendent pour dire eh bien, comment demain va évoluer mes coûts, comment vont évoluer demain mes coûts de fonctionnement par rapport à mon entreprise. Et c'est tout le travail de Vendée Énergie, de savoir comment on achète, comment on met en relation cette production dans laquelle on est investi aussi, et également dans cette consommation derrière. Donc véritablement, il faut réussir à travailler à cet accompagnement de nos entreprises. Nous sommes là, nous les élus, pour faciliter tout ça. Et donc, vous voyez le réseau quand même assez conséquent d'utilisateurs qui nous permettent, vous l'avez vu, le chiffre est quand même assez faramineux, hein, puisque en 2022, nous étions à 1250 tonnes. Et en 2023, c'est un bond de 60% pour atteindre les 2075 tonnes. Donc on voit bien que ce travail de proximité que nous réalisons avec eux, de sincérité, d'efficacité, eh bien, nous amène à continuer dans cette perspective de développement de notre biogaz, en accompagnement, je le redis, les producteurs, mais aussi les consommateurs. Alors, dans le cadre de l'évolution de ces réseaux, plusieurs solutions ont déjà été mises en œuvre. Ça a été dit par bon nombre d'intervenants avant moi. On a le rebours déjà de Pouzauges qui existe, hein, qui nous permet eh bien, de faciliter l'intégration de la production. On en a un projet sur la Roche-sur-Yon aussi, donc véritablement la possibilité d'aller augmenter cette capacité dans nos réseaux. Et puis on a un site de stockage, Flores 2, qui est à la Chaise-le-Vicomte, donc sur une de nos stations, et qui nous permet véritablement de stocker en attendant les différentes possibilités. Et puis on a aussi sur la Roche-sur-Yon un autre gros consommateur qui est la RATP, avec les bus de la Roche-sur-Yon agglomération. Et eh bien, dans le futur projet de stockage sur leur lieu de consommation, on va faciliter eh bien, la recharge nocturne, puisque pour faciliter la flexibilité, eh bien, il faut réussir à décaler un petit peu. Et là, ce sera à terme pas moins de 25 à 30 bus de la Roche-sur-Yon agglomération qui se chargeront uniquement la nuit et qui nous permettront d'avoir cette flexibilité. Le réseau privé de la RATP sera connecté sur le réseau de Vendée Énergie, et donc on arrivera à ces moyens-là à vraiment essayer d'avoir le plus de flexibilité. C'est ce que projette aussi de faire Sauvetour avec ses cars de transport scolaire, où elle aussi a équipé plusieurs de ses dépôts avec des recharges lentes nocturnes qui nous permettront là aussi d'avoir cette flexibilité. Donc vous voyez bien que c'est tout un écosystème hein, qui nous permet de travailler cette évolution de notre biogaz. On est plus que convaincus par ce mix énergétique. Nous ne sommes pas dans le tout électrique. Certainement pas, parce que derrière, il y a des contraintes de réseau. Je pense qu'on n'en parle pas assez. On a travaillé sur l'électromobilité, on continuera à le faire. On a travaillé sur les réseaux de gaz
On continuera à le faire évidemment, puisque le système ou l'écosystème est mature, il apporte, il fait ses preuves, et nous continuerons aussi à travailler en Vendée sur l'hydrogène, puisque nous pensons sincèrement que c'est aussi une énergie d'avenir. Donc ce mix énergétique-là doit fonctionner, et en tout cas on en est convaincus. C'est pour ça qu'on travaille sur toutes les solutions avec l'ensemble de nos partenaires, GRT Gaz, GRDS, Sorigi, tous ceux qui sont là, en fait on travaille avec eux, puisque nous sommes très ouverts, et on travaille aussi avec les collègues élus évidemment des autres syndicats, puisque c'est la grande famille des syndicats d'énergie, et je pense que nous travaillons tous à l'utilisation, à l'émergence de ces gaz verts qui sont produits localement et qui sont consommés localement, et pas aller chercher des énergies à l'autre bout de la planète. Voilà pour la Vendée et pour le CIDEV. Merci beaucoup Laurent Favreau, président du CIDEV, syndicat d'énergie de Vendée. On va poursuivre effectivement avec Dominique Ramard, président du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor. Donc même question, quelle est la situation sur votre territoire et comment se construit ou se dessine ces nouveaux écosystèmes gaziers à l'échelle des Côtes d'Armor ou de manière plus générale en Bretagne? Merci Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. Je viens ici au pupitre pour faire comme tout le monde, mais j'ai pas fait comme tout le monde. J'ai pas de présentation en particulière, juste parce que moi j'ai plutôt des messages là assez directs à vous adresser, parce qu'en fait si on est tous là pour le salon Bio 360, c'est parce qu'on croit aux bioénergies et on croit en particulier pour ce qui concerne cette table ronde au biogaz. Aujourd'hui, moi, des fois, j'ai l'impression, quand j'entends certains décideurs à l'échelle nationale ou européenne, que déjà, on a changé de monde et que tout va tourner autour de l'électricité, de l'hydrogène, et que, en gros, il faut qu'on attende presque que ce nouveau monde-là, il arrive demain, et puis qu'en attendant, le reste, il faut mieux essayer juste de le tenir debout tant que ça peut. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition énergétique au premier sens du terme, pas sur le terme qui a été un peu galvaudé dans l'utilisation qu'il y en a eu au niveau de certaines politiques. On est vraiment dans une phase où on doit pouvoir non seulement tenir, mais on doit préparer un avenir qui se base sur ce qui fonctionne déjà aujourd'hui. Et notre gros avantage, c'est que les gaz verts, le biogaz, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, qui répond aux usages et surtout qui répond à notre objectif de décarbonation. Sur les territoires, les choses elles sont en cours. Toutes les présentations qui nous ont été faites ce matin montrent bien que c'est déjà mature, qu'il y a une volonté donc d'avancer en utilisant telle ou telle brique du nouveau système gazier, biogazier qu'on peut avoir sur les territoires. Et donc aujourd'hui, on est plusieurs à y croire, mais de temps en temps, on se dit si on était un peu plus soutenu au niveau national et au niveau européen, ça serait quand même plus facile. Et pour les collectivités, Laurent l'a déjà évoqué, nous sommes propriétaires du réseau de gaz. De temps en temps, on est obligé de rappeler qu'en France, les réseaux de distribution de gaz sont propriétés des collectivités. Ils sont des fois exploités en régie, des fois concédés à des gestionnaires. Et nous, on arrive aujourd'hui à avoir une vision sur le développement de nos réseaux sur le territoire, de la production jusqu'à la consommation, et avec aussi une volonté de faire évoluer ce réseau pour qu'il corresponde plus aux usages et qu'il soit plus cohérent aussi avec des objectifs de transition énergétique ou de lutte contre le changement climatique. Nos modèles de concession, ils évoluent aujourd'hui pour pouvoir donner plus de place à la production locale. On est un peu favorisé désormais, notamment avec le système de redevance, en incitant à l'injection du biogaz dans nos réseaux. On est également invité à départementaliser nos modèles de concession de façon à aller chercher de la cohérence à une échelle territoriale qui soit suffisamment intéressante pour mutualiser les investissements et ensuite l'exploitation. Et cette volonté aujourd'hui, elle est portée par les territoires, par les collectivités qui essayent justement de chercher cette cohérence globale de la production jusqu'à la consommation. Dans la pratique, en Côte d'Armor, aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt sur une consommation de gaz qui va se stabiliser. On est autour de 3 TWh de consommation par an. Mais la consommation dans l'industrie, aujourd'hui, est en forte croissance dans un département comme les Côtes d'Armor, parce qu'il y a cette volonté de décarbonation en passant des fois d'unités qui fonctionnaient au charbon ou au fioul, et maintenant qui vont vers le gaz et bientôt au biogaz. Donc ça, il y a vraiment une dynamique, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, qui est très forte. Ensuite, on a des usages nouveaux autour de la mobilité qui sont en pleine émergence. Laurent a parlé du cas de la Vendée. À l'échelle de la Bretagne,
on vise 28 stations gaz naturel véhicules d'ici 2027-2028. On en a 12 en fonctionnement. Il y en a 2 qui vont ouvrir cette année 2024. On en a donc 5 qui arrivent très bientôt, donc d'ici 2025-2026, et 9 qui suivront. Et donc avec ce réseau de stations gaz naturel véhicules, on peut aujourd'hui déjà proposer aux transporteurs routiers, aux collectivités, une mobilité décarbonée sur le territoire grâce à de la production locale. Il y a quelques jours, j'étais à inaugurer, on faisait un trajet inaugural donc pour les bus bio-GNV de l'agglomération de Dinan. Ben voilà un territoire supplémentaire qui décide de quitter le gasoil pour aller vers le biogaz. Et donc il y a une volonté politique sur ce territoire comme dans d'autres. Saint-Brieuc-Armor Agglomération est déjà avec sa régie de transport partie vers le biogaz. Et du côté des bennes à ordures ménagères, aujourd'hui, ça fait partie des choses que regardent de très très près les collectivités. On va avoir petit à petit une flotte de véhicules dans les collectivités qui sera au biogaz et ainsi donc montrer l'exemple sur les territoires sur ce nouveau mode de mobilité par le biogaz au niveau des flottes des collectivités. Sur ce que je vois aussi comme évolution forte, c'est que d'un côté la production, d'un côté la consommation, l'implication des collectivités dans les projets est plus forte. Sur la méthanisation, le syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor, via sa société d'économie mixte Énergie 22, va aujourd'hui investir très fortement dans un méthaniseur qui valorisera notamment une soupe de biodéchets produite par un syndicat de traitement. Ça aussi, depuis le 1er janvier 2024, il y a obligation de collecte des biodéchets. Il y a un mouvement sur les territoires aujourd'hui pour aller valoriser ces biodéchets dans la méthanisation. Et avec le SMITRED Valoris, qui est le syndicat de traitement qui est sur le secteur de Lannion-Guingamp, on va pouvoir avancer sur un méthaniseur qui produira 200 normomètres cubeurs. Et donc là aussi, toujours dans cette recherche de cohérence au niveau global, territorial, cette station de production de biométhane, elle sera située à peu près à mi-distance entre Lannion et Guingamp, là où on aura à chaque bout une station bio-GNV qui pourra consommer le biogaz. On va pouvoir afficher une forme d'autoproduction, autoconsommation au niveau local pour ce biogaz produit sur le secteur de Lannion-Guingamp. Donc ça donne du sens, et ça a été dit aussi par d'autres intervenants tout à l'heure, ça donne des perspectives concrètes et compréhensibles par nos concitoyens. C'est important aujourd'hui qu'on puisse se dire que voilà, la transition, ce n'est pas quelque chose qui est éloigné, c'est quelque chose qui est déjà présent sur le territoire. Et on peut voir donc des producteurs, donc des fois des méthaniseurs agricoles, des fois des méthaniseurs territoriaux, qui vont injecter dans ce réseau et qui vont favoriser des usages locaux dans l'industrie de plus en plus et dans la mobilité, comme ça sera le cas sur le secteur Lannion-Guingamp. Pour terminer, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire, et encore, sur le réseau, tout simplement. J'ai parlé production-consommation. Le réseau de gaz va vivre une évolution très importante. Il y a eu pas mal de technologies qui ont été développées, aussi bien par GRTF, GRT Gaz ou Sorégie. Pour ce qui nous concerne, les rebours, ça devient une réalité en Côtes-d'Armor. Il y en a un qui est déjà en fonctionnement sur la partie Loudéac-Pontivy au sud du département. Un autre qui verra le jour durant l'année 2024 au niveau de l'Andéen à côté de Lamballe, de façon à mieux valoriser le biogaz produit par le méthaniseur de la coopérative Coperle. Et puis on aura aussi de nouvelles interconnexions, un nouveau maillage en fait du réseau. Sur le secteur par exemple du sud-est des Côtes-d'Armor autour de Bron, on a aujourd'hui une capacité d'injection qui est seulement de 45 normomètres cubes. En gros, un méthaniseur classique à la ferme, il injecte, c'est fini, le réseau est saturé. Donc il va falloir qu'on pense différemment le réseau pour pouvoir accueillir une production supplémentaire. Bon, le potentiel estimé par GRDF est 2850 normomètres cubeurs. Donc même si on a 10%, vous voyez, déjà il va falloir que le réseau il s'adapte si on veut pouvoir profiter de cette production de biométhane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un maillage complémentaire entre le secteur de Bron et le secteur de Dinan, là où est située notre station gaz naturel véhicule et là où est déjà la consommation de gaz la plus importante. Et donc ces interconnexions
connexion, ce nouveau maillage, il est aujourd'hui devenu quelque chose d'indispensable. Et c'est vers là aussi qu'on s'engage. On va continuer à investir sur le réseau de gaz. On va continuer à investir dans nos stations gaz naturel véhicules. Et on aura aussi donc de la production territoriale qui va se renforcer. Donc ça montre bien que sur les territoires, donc en Côte d'Armor, en Vendée, ailleurs donc en France, la dynamique elle est là pour valoriser ce biogaz produit localement. Et pour moi, c'est vraiment là que se situe aujourd'hui le levier principal de transition énergétique, parce qu'il s'appuie sur nos ressources locales, il s'appuie sur des dynamiques locales et il s'appuie surtout sur une cohérence globale locale des acteurs mobilisés autour du biogaz. Merci. Merci Dominique Ramard, président du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor. On va pouvoir prendre des questions dans la salle. Il y a des micros qui sont disponibles pour celles et ceux qui veulent poser une question à nos intervenants. N'hésitez pas, c'est le moment sur ces sujets de la flexibilité du biogaz, que ce soit sur le volet production, le volet réseau, les enjeux au niveau des territoires. Alors, une question devant. Oui, bonjour, Olivier Loiseau, le directeur de Vendée Énergie. Une question pour Philippe Jallet. Si on peut divulguer, j'ai cru comprendre qu'on arrive maintenant, en mesurant le PCS à un point du réseau, savoir si c'est du bio-GNV ou si c'est du gaz classique. Enfin, du biométhane, pardon, ou si c'est du gaz classique. Sachant qu'au niveau de l'injection des unités de méthanisation, elles doivent injecter suivant un PCS donné par l'exploitant du réseau de distribution. Donc comment ça fonctionne ? Alors ça fonctionne très simplement. Tu as raison. Il y a la première donnée, c'est que le producteur de biométhane respecte une plage de pouvoir calorifique du gaz qu'il va injecter dans le réseau, et donc le distributeur, donc GRDF ou Sorégie ou le transporteur, selon la valeur qui va être mesurée au niveau du poste d'injection, va dire ok, le gaz est conforme et donc j'accepte qu'il soit injecté sur le réseau, ou il ne l'est pas. Ce qui se passe, et c'est normal, le producteur va viser la valeur la plus basse possible du PCS, parce que c'est là où le coût de production de la molécule de biométhane sera la moins élevée. Et la différence en moyenne entre la valeur du PCS injecté depuis une unité de méthanisation et le PCS moyen du gaz naturel en France est de l'ordre de 10%. Et donc, si on ne fait rien, ça voudrait dire qu'un client raccordé à un réseau à proximité d'une unité de méthanisation, si le PCS n'est pas corrigé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient de conversion des mètres cubes en kilowattheure serait faussé et on lui facturerait à celui-là 10% de gaz en plus de ce qu'il a réellement consommé en kilowattheure. Et donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit ce sont des estimations qui sont faites, et je crois savoir que c'est la politique de GRDF par exemple, hein. C'est de faire des estimations et de dire, eh bien, pour telle poche de réseau de consommation et pour telle saison, eh bien, la valeur théorique du PCS, c'est tant. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, parce que des plateformes comme ça de simulation, ça coûte très cher et nous sommes un petit opérateur gazier, donc on n'a pas les moyens de se payer des outils comme celui-là. Et donc, on a préféré installer donc des appareils de mesure, et donc en fait on les place très simplement sur nos réseaux, entre nos réseaux exploités en MPC et les réseaux exploités en MPB. Donc on a des postes de détente, on va détendre le gaz de 10 bars à 4 bars, et c'est dans ces postes là que l'on installe les PCS mètres, et donc ça nous permet de mesurer le gaz transitant par ces postes-là, la valeur à tout moment du PCS. Et en fait, dans nos outils de valorisation des kilowattheures, ensuite, on considère ces postes-là comme des pseudo-postes d'injection pour lesquels GRT Gaz nous donne la valeur du PCS tous les jours. Et donc ça nous permet, encore une fois, d'assurer à tous les consommateurs situés à l'aval de ces postes-là
que le coefficient de conversion sera le plus juste possible et complètement réaliste par rapport au gaz qu'il consomme réellement. Voilà. Donc, une question subsidiaire, si on met ces capteurs au niveau de la station de bio-GNV, c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure, est-ce qu'on peut, alors je sais qu'il faut les garanties d'origine, hein, on en achète pas mal, mais est-ce qu'on pourrait qualifier ce qui arrive à la station? Alors tu l'as dit, le principe aujourd'hui veut que pour justifier du fait qu'un consommateur, quel qu'il soit, une station bio-GNV par exemple, consomme effectivement du gaz vert, aujourd'hui c'est la garantie d'origine. Voilà. Mais le paradoxe fait que parfois on peut avoir des clients qui sont situés à proximité même d'unités de méthanisation et qui de fait vont consommer du biométhane, mais si leur contrat de fourniture qu'ils ont contractualisé auprès de leurs fournisseurs n'intègrent pas de garantie d'origine, ils ne peuvent pas justifier qu'ils consomment du biométhane. Voilà. Est-ce qu'on peut mesurer réellement à la station que c'est du vrai biométhane? Ah oui, bien sûr. Et avec un pourcentage? Bien sûr. Voilà. Il suffit, entre guillemets, de mettre là aussi un PCS mètre et on va savoir dire, en fonction des données de PCS d'injection et des PCS au niveau des interfaces avec le réseau de GRT Gaz, on va savoir dire eh bien, la proportion de biométhane est de X% à ce point-là. Monsieur le Président, nous avons quelques investissements à faire sur nos stations. Merci. Très bien, merci pour cette question et cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Léo Bénichou, GRDF. Merci beaucoup pour toutes ces présentations et le sujet est passionnant, tellement qu'on a l'intention d'investir en R&D et de dévoiler cet après-midi un appel à projet qui sera très proche des enjeux qui ont été décrits ce matin. Donc je vous invite à revenir à 15h. Ma question du coup pour Philippe Jallet, vous avez évoqué l'idée que la plateforme Mon Biogaz du Coin était quelque part peu plug and play et utilisable pour d'autres territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur à partir de quelle date, selon quelle modalité voilà. On est très intéressés. Alors que ça vous intéresse, c'est une très bonne nouvelle. Mais plusieurs de vos collègues nous ont déjà fait la remarque, effectivement. Alors, il est trop tôt pour vous apporter une réponse, puisque, je l'ai dit, hein, cette plateforme, elle est développée conjointement avec GRT Gaz. Et donc, notre objectif premier, c'est de finir son développement et de la mettre en application dans les prochaines semaines, et puis de réfléchir maintenant à la manière dont on pourrait en faire bénéficier d'autres acteurs sur d'autres territoires. Et bien évidemment, GRDF est un acteur prépondérant et évident en la matière. Et donc, on sera amené à revenir vers vous pour vous indiquer quelle position on aura pu prendre. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Laurent également en complément. J'ai abordé tout à l'heure le sujet West Grid Synergy, ce projet auquel GRDF est associé aujourd'hui. Effectivement, la duplication des projets qu'on a développés au sein de West Grid Synergy, et Mon Gaz du Coin en fait partie, la duplication sur d'autres territoires, ça rentre dans l'objet de West Grid Synergy. C'est les tester, les développer et essayer de regarder quels sont les autres acteurs qui peuvent être intéressés par des développements qu'on aura prototypés ailleurs sur un réseau particulier. Donc l'ouverture vers les autres opérateurs de distribution, il va commencer pour Mon Gaz du Coin à partir du moment où il sera en fonctionnement, quelques semaines, et on pense que ça sera le cas donc vers le mois de février. Et à ce moment-là, effectivement, on regardera comment l'ouvrir le plus possible et à quels enjeux ils peuvent répondre. Un des points sur lesquels nous travaillons beaucoup au sein de West Grid Synergy, c'est le fait de les rendre applicables, c'est-à-dire de travailler sur des cas concrets et pas sur des cas virtuels. Aller sur des cas concrets dans lesquels on a des problématiques, des sujets à travailler et essayer d'y répondre de la manière la plus pragmatique possible, au cas par cas, le plus proche du terrain, au plus proche des acteurs. Ça a été rappelé par Philippe, cette plateforme elle a été développée avec les acteurs du territoire. Ça, c'est vraiment l'élément indispensable. Et on voudrait que, même s'il y a duplication, pour que les acteurs du territoire se l'approprient, jouent, travaillent avec, il faut absolument qu'à un moment ou un autre, il y ait un travail avec eux. On ne peut pas l'envisager d'une manière un peu nationale dans laquelle on va demander à tous nos clients industriels d'aller participer à saisir des informations. Si on essaie de le faire comme ça, la seule chose que nous aurons, c'est des informations datées de l'année d'avant, quoi. Si on veut les impliquer, leur faire comprendre à quoi ça sert, essayer d'expliquer en quoi les gaz renouvelables c'est important pour eux, même s'ils n'ont pas la garantie d'origine avec l'outil.
Si on veut leur expliquer, il va falloir qu'ils travaillent et qu'ils puissent exprimer leurs attentes. Et c'est ça notre approche. Une dernière question. Bonjour, Mathieu Dufour, Eureden. Merci pour toutes ces présentations intéressantes. J'avais une question plus spécifique pour Sorégie. Monsieur Jallet, alors je ne connais pas bien ce système de vente locale de gaz, mais si je fais le parallèle avec l'autoconsommation collective dans le domaine du photovoltaïque, est-ce que là, dans votre exemple, tous les consommateurs de la boucle ont un contrat de fourniture en gaz vert en parallèle ou oui, c'est ce que j'ai compris, vous faites nom de la tête, donc c'est-à-dire que ils ont la possibilité en tant que consommateurs de voir physiquement quel flux de biométhane ils consomment, mais c'est déconnecté de toute fourniture en fait. Alors c'est exactement ça. Bon, comme vous le savez, il y a une parfaite séparation des activités de gestion de réseau et de fourniture. Alors nous, Sorégie, nous sommes, je le disais, un petit distributeur de gaz, moins de 100 000 clients, et la loi dit, au-delà de 100 000 clients, cette séparation juridique des activités est obligatoire. Elle ne l'est pas en deçà. Donc aujourd'hui, Sorégie, on a les deux casquettes. Nous sommes à la fois distributeurs et fournisseurs. Et effectivement, dans la communication que l'on va faire là, auprès de l'ensemble des habitants du secteur, c'est le gestionnaire de réseau qui s'adresse aux consommateurs en leur indiquant quelle est la part de biométhane qui transite sur le réseau, indépendamment du contrat de fourniture qui lie chacun des consommateurs à son fournisseur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on évoquait. La seule manière pour un consommateur d'avoir accès à de l'énergie verte, eh bien, c'est d'acheter, pas directement, via son fournisseur, des garanties d'origine. Pour autant, vous l'avez dit, ça présage, on l'espère en tout cas, de ce qui pourrait être mis en place avec des boucles locales d'énergie. Où là, l'idée, effectivement, c'est bien de dire aux consommateurs, moi, fournisseur, je vais vous accompagner et vous garantir que le gaz que vous allez consommer, il est produit localement dans l'unité de méthanisation qui est à la sortie du village, là où vous habitez. Mais voilà, mais aujourd'hui, il y a bien cette parfaite décorrélation des activités de fourniture et de gestionnaire de réseau. Très bien, merci. Sur cette question de la valorisation économique, justement, des boucles locales d'énergie, est-ce qu'au niveau des territoires, il y a des réflexions qui sont engagées? Je crois que c'est le cas. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre. Si, on est en plein sur ces réflexions parce que forcément, là en ce moment, on peut acheter du gaz à 30 € le gigawattheure et qu'on a des garanties d'origine à 25 €, on se dit à un moment, c'est quoi qu'on achète? Est-ce que c'est juste un bout de papier ou c'est vraiment du gaz? Donc ce système de valorisation, aujourd'hui, bon, il a le mérite d'exister, mais on voit bien qu'il arrive au bout. Il faut qu'on fasse émerger de nouveaux modes de commercialisation et surtout que la vente directe de biogaz en contrat de gré à gré au niveau local, elle émerge. Donc on aurait bien aimé nous pouvoir tenter un Biogas Purchase Agreement dès cette année, puisque la loi a commencé à le faire émerger avec donc c'est les modifications qui ont été apportées l'an dernier. Mais aujourd'hui, un producteur, il a encore intérêt à injecter, à valoriser par son contrat donc d'obligation d'achat. Et donc on n'arrive pas de toute façon à trouver des producteurs qui seraient prêts à jouer aujourd'hui le jeu du gré à gré. D'où notre volonté d'être autoproducteur et de se dire à un moment, la SEM Énergie 22, actionnaire principal d'un méthaniseur, elle pourrait peut-être, elle, aller chercher donc ce contrat de gré à gré avec un acheteur local. Bretagne Mobilité GNV est elle-même filiale de la SEM Énergie 22. C'est ça l'objectif à terme sur lequel on travaille, notamment le secteur de Lannion-Guingamp que j'ai évoqué tout à l'heure. Et en Vendée, on va travailler, on a déjà lancé parce qu'on a été lauréat d'un appel à projet l'année dernière avec GRDF. Et donc au Salon des maires l'année dernière, on avait remporté cet appel à projet pour justement travailler sur les conditions des PPA gaziers. On peut l'appeler comme ça, puisque les PPA électriques, on l'a mis en place avec Vendée Énergie pour les contrats de nos collectivités. Et donc le travail qui nous reste à faire maintenant, c'est justement étudier les conditions de faisabilité pour réussir à faire ces PPA aussi avec nos consommateurs et nos producteurs. Donc c'est toute l'étude qui doit être lancée, ça démarre. Là, on va retenir les cabinets qui vont nous assister et j'espère que rapidement, effectivement, on puisse mettre tout ça en œuvre et que ça puisse profiter là aussi à l'ensemble des collectivités. Donc le travail lancé,
mais il faut y aller pour ne pas perdre de temps non plus, parce que effectivement, ces certificats d'origine quand même nous plombent un petit peu quand on sait qu'on en a juste à côté de chez soi et qu'on va aller chercher des choses qui viennent je ne sais où. Donc c'est parti. Très bien, merci pour ces perspectives justement sur la valorisation économique de ces boucles locales d'énergie. On va conclure cette table ronde. Je voudrais remercier tous les intervenants pour vos présentations. Vous pouvez les applaudir. Donc les intervenants sont membres du réseau SMILE Smart Grid, donc réseau Bretagne Pays de la Loire des systèmes énergétiques intelligents. Donc on travaille en particulier sur ces sujets-là et notamment dans le cadre du programme West Grid Synergie qui a été évoqué à plusieurs reprises par différents intervenants, qui ouvre sa saison 2 en 2024. Tous les intervenants sont partenaires, membres de ce consortium qui vont travailler dans les années à venir sur ces nouveaux démonstrateurs des réseaux énergétiques intelligents. N'hésitez pas à venir nous voir, venir les voir pour s'intéresser à ce programme et des actions qui vont s'y développer. Voilà, je vous remercie et bon appétit.